Allez, allez, allez. Il n'y a pas le pointeur. Je vous mets le pointeur. Petit laser. Voilà. Bon, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, que pour l'instant, votre pré-rentrée se passe bien, que vous kiffez les cours que vous apprenez, les nouvelles matières que vous découvrez et tout. J'espère que ça vous plaît, quoi, et que vous kiffez, que vous êtes content de reprendre le semestre avec des bonnes matières et des bons cours comme ça. J'espère que l'odonto, pour l'instant, ça se passe bien pour vous. Vous avez commencé à comprendre les petits trucs dont on vous a parlé, même à tout apprendre et tout, quoi. Et que la matière vous plaît, que les cours vous plaisent, que les fiches vous plaisent, que tout ça vous plaise, que vous soyez heureux. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous fais le cours sur la dentinogénèse. Donc, est-ce que vous savez que génèse, ça veut dire formation de dentinogénèse, formation de l'émail, pas du mais je suis con. De la dentine, je suis con. Donc, formation de la dentine. Normalement, vous savez ce que c'est parce que je vous en ai déjà parlé. Je pense qu'Enzo, dans ses cours, on a aussi parlé, moins que ce que je vais vous en parler aujourd'hui parce que vraiment, là, aujourd'hui, la star, la dernière fois, c'était la dent. Ça reste toujours la dent, mais là, on creuse vraiment dans le cœur de la dent, la dentine. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ce cours. C'est un cours assez compliqué, en fait. C'est pour ça qu'on, dentinogénèse, amélogénèse, c'est pour ça que ces cours, on a décidé de vous les faire à la pré-rentrée, parce que c'est des cours assez longs quand même et assez compliqués. Genre, enfin, pas compliqués. Ici, je trouve qu'il y a moins de par cœur que le cours d'introduction que je vous ai fait, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de compréhension. Encore une fois, de visualisation. Et voilà, donc si vous avez tout compris à la fin du cours, ce serait un pur régal de l'apprendre, vraiment. Et puis c'est parti. Hein, vous en pensez quoi? H2O, j'espère que vous avez regardé depuis. Hein. Bon, généralité. Donc la dentine, déjà, ça normalement, vous le savez. La dentine se situe entre l'émail et la pulpe. OK. Ou entre le sément et la pulpe au niveau de la racine. Ça, normalement, c'est bon, vous l'avez assimilé. Donc, la dentine va être constituée de 70% de minéral, de 20% de matière organique et de 10% d'eau. Il y a un petit mémo qui est là depuis quelques années. Enfin, ce n'est pas vraiment un mémo, mais on dit ça, on se répète ça dans la tête pour se rappeler les pourcentages des différents constituants de la dentine. On se dit 70-20-10. Voilà, c'est un petit truc, genre juste 70-20-10. Après, vous savez qu'il y a plus de substances minérales que de substances organiques que d'eau et vous retenez à quoi appartient chaque pourcentage, quoi. Donc, 70% de minéral qui va être le minéral principal, ça va être les cristaux d'hydroxyapatite carbonaté. Normalement, vous l'avez vu dans la mélogénèse aussi. 20% de matière organique qui est constituée principalement du collagène de type 1 et 10% d'eau, de l'eau. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, la dentine, va occuper le volume le plus important de la dent. Okay, on le voit bien ici que la dentine, elle est pratiquement là, enfin, elle est là de partout, quoi. Elle est là de partout, elle est au milieu de deux substances à chaque fois, soit l'émail, soit le sément et la pulpe. Et voilà. Sur une radio, on peut voir les différents pourcentages de minéralisation. Ouais, j'ai bugué sur le mot. Les différents pourcentages de minéralisation de la dent. Donc, quand on dit sur une radio qu'un constituant, un tissu est radio-opaque, c'est-à-dire qu'il apparaît blanc, plus blanc que le reste. Donc, ici, sur cette radio, on peut voir que l'émail est plus radio-opaque, donc plus blanche que le reste des constituants. Pourquoi? Parce que l'émail va être plus minéralisé que la dentine. OK? Et on peut voir par contre que la dentine va être plus blanche que la pulpe. Pourquoi? Parce que la dentine est plus minéralisée que la pulpe. Donc ici, si on fait un petit gradient de minéralisation, on va avoir l'émail qui va être plus minéralisé que la dentine, elle-même, plus minéralisée que la pulpe. Je vous dis, le français, là, en ce moment, il n'est pas avec moi, quoi. Donc voilà, sa composition est voisine à celle de l'os, mais sa structure est très différente. On va voir tout ça par la suite. Donc, la dentine fait partie d'un des 4 éléments constitutifs de la dent. On rappelle, on a l'émail, la dentine, le sément et la pulpe. Donc voilà, le volume le plus important, ça je vous l'ai dit. Les cellules qui vont venir produire notre dentine, elles vont s'appeler les odontoblastes. OK, on le voit après. Elles vont s'appeler les odontoblastes, OK, et elles vont se situer à la périphérie de la pulpe. En gros, les odontoblastes vont se situer ici, OK, et vont venir produire ici la dentine. En gros, par leur tête, on voit après, on détaille tout ça, ne vous inquiétez pas. Par leur tête, on va dire, elles vont produire, la dentine. Enfin, pré-dentine, puis dentine. On détaille tout ça après. Mais voilà, donc en gros, les cellules, les odontoblastes vont se situer ici et vont produire dans ce sens-là la dentine. OK?
Donc, si on réalise des coupes de dentine, donc là, on va avoir une coupe longitudinale et ici, une coupe transversale. Donc, ça, normalement, c'est bon. Vous avez un peu les notions. Longitudinale, ça va être dans la longueur et transversale, ça va être vraiment une coupe horizontale, en gros. Donc, si on coupe nos dents, on va voir que sur une coupe longitudinale, on va avoir des espèces ça s'appelle des tubules, mais des espèces de tunnels dans la dentine. Donc, ces tubules, on va en avoir énormément qui vont parcourir toute la dentine et ils vont se localiser entre la jonction amélo-dentinaire ou entre la jonction émail-sément et vont aller en direction de la pulpe. Okay, enfin, ça va dans les deux sens, il n'y a pas un sens particulier, mais en gros, ça va parcourir toute la dentine, vous vous doutez bien, entre la pulpe et le sément ou entre la pulpe et l'émail. Donc voilà, et sur une coupe transversale, du coup, on peut observer que ça fait des espèces de petits, comme un gruyère, quoi, des petits trous, des petits trous. Voilà. Ici, on peut voir aussi les tubules. Ici, il y en a un qui est représenté en bleu. On peut voir vraiment, si vous regardez bien la dentine, vous allez voir qu'il y a plein de petites substances, de petits traits, comme ça, des petits traits en zigzag et tout, ou droit, ou voilà. C'est ce qui représente vos tubules. OK? Voilà, ici aussi, on a des petits tubules qui vont être représentés dans la dentine. Et voilà, donc là, l'émail ici, et là, la dentine ici. OK? Normalement, c'est bon. J'ai rien oublié. Voilà, les tubules, vous pouvez voir qu'ils sont parallèles entre eux. Parallèles les uns aux autres. Ils s'apparentent à des canaux, des tunnels, comme je vous l'ai dit. Et voilà, ils parcourent toute la longueur de la dentine. Coupe transversale, on l'a dit. Section, donc coupe transversale va avoir une forme arrondie. Et coupe longitudinale, on a vu en longueur, voilà, l'épaisseur, ok, j'ai tout dit. Parfait. Maintenant, nous allons parler de la dentinogénèse à proprement parler. À proprement parler. Donc, la dentinogénèse, ça va être la formation de la dentine. OK. Donc, elle va se faire en deux étapes. Dans un premier temps, nous allons avoir la synthèse et la sécrétion de la prédentine. OK. La prédentine, ce n'est pas encore la dentine, c'est la prédentine, donc avant la dentine. OK. Et ensuite, on va avoir dépôt du minéral. Et en fait, on va le voir par la suite, mais à partir du moment où le minéral va se déposer dans la prédentine, on va pouvoir parler de dentine. Donc, ce phénomène va se produire tout au long de la vie. Donc, tout au long de la vie, on va pouvoir avoir de la formation de la dentine. Contrairement à l'émail, comme vous avez dû le voir avec Enzo, du coup, l'émail, lorsqu'il est produit, c'est tout. Après, une fois que la dent a fait son éruption, on n'a plus de formation d'émail. Tandis que là, on peut avoir, si on a des petits problèmes, etc., de la dentine qui se reforme. Donc, bien évidemment, la dentine, elle va énormément se former lors de la formation de la dent, mais par la suite, il peut y avoir des petits, beaucoup moins, du coup, mais des petites dentines, enfin, la dentine, je ne sais plus parler, de la dentine qui va se former au cours de la vie. Donc, voilà. Donc, en deux temps, on l'a dit, tout au long de la vie, c'est très bien. Ici, on peut voir au stade de cloche. Donc là, c'est notre dent qui est en train de se former. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le cours sur l'odontogénèse, mais l'odontogénèse va permettre de vous comprendre de vous faire comprendre tous ces schémas. Donc voilà, donc là, c'est pour prouver en fait que la dentine a une origine mésenchymateuse. Okay, donc là, nous avons la papille ectomésenchymateuse. Faites le cours de l'odontogénèse en parallèle. Ouais, vraiment, faites-le. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le même avant de voir ce cours parce que vous comprendrez beaucoup mieux. Et dans le cours de l'odontogénèse, on vous parle déjà des odontoblastes et tout, d'où ils proviennent, comment ils se forment et tout. Enfin, pas comment ils se forment parce que voilà, parce qu'on va le voir plus aujourd'hui, mais comment tout ça, comment ça s'organise en fait, comment des cellules vont pouvoir se différencier en odontoblastes et tout et tout. Donc là, ok, odontoblaste qui se situe ici, on l'a dit à la périphérie de la pulpe. Et voilà, donc du coup, comme ici, on est sur de la papille ectomésenchymateuse, origine mésenchymateuse. Là, nous avons un odontoblaste qui va être représenté. Là, nous avons le tubule, en fait. Là c'est l'odontoblaste. Il se situe à la périphérie. Donc ici, on est à la périphérie de la pulpe, donc ici. Et, mais ça, la dent n'est pas encore formée, hein. On est d'accord. Ça, c'est encore au stade de formation, quoi. Donc là, nous avons un tubule, en fait. Et dans ce tubule, on va avoir un prolongement odontoblastique qui va se mettre. Okay, donc ça, on le voit après. Mais il faut se rappeler de ça, là, le tubule ici, okay, et les odontoblastes à la périphérie de la pulpe. Donc, justement, différenciation des odontoblastes. Donc, on va partir du germe dentaire. Donc, ici, nous sommes sur un germe dentaire à la fin du stade de cloche. Ici, nous étions à un stade de cloche. Là, c'est la fin du stade de cloche. C'est très schématique, hein, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Donc, oui, voilà, en périphérie de la papille ectomésenchymateuse, comme je vous l'ai dit, on va avoir formation
des odontoblastes. Et au-dessus, nous allons avoir l'épithélium dentaire interne qui, lui, va participer à la formation des améloblastes qui vont produire, du coup, l'émail dont vous avez déjà dû voir. Voilà, la différenciation des odontoblastes, elle va se faire selon un gradient temporospatial. Quand on vous parle de gradient temporospatial, c'est pour définir dans quelle direction, en gros, en fonction du temps, dans quelle direction une chose, en gros, va se développer. Donc là, pour les odontoblastes, gradient temporospatial, ils vont partir. Donc en gros, les odontoblastes les plus différenciés vont se situer au niveau ici, là. Je bug, parce que ce n'est pas encore une cuspide. On l'appelle comment? Au sommet de la cloche, tout simplement, vont commencer au niveau du sommet de la cloche et vont se diriger ils vont avoir une direction cervicale. Okay, donc, vers la zone cervicale, voilà. Donc, en gros, ici, nous allons avoir les odontoblastes les plus différenciés, ici, les moins différenciés. OK, ici, nous avons encore notre papillectomésenchymateuse. Enfin, voilà, vous voyez le petit schéma. Voilà. Que dire de plus? Bah oui, ce schéma-là, très important. Donc là, OK, on représente schématiquement la papille dentaire, papillectomésenchymateuse. Là, nous avons notre cellule périphérique qui va venir se différencier en odontoblastes. Et donc là, je vous situe l'environnement en gros. Hein. Au niveau de la membrane basale, nous allons avoir la lamina lucida ici, OK, la lamina densa ici, et les lamina fibroreticularis qui vont former les fibrilles d'ancrage. On voit après à quoi ils vont servir, etc. Donc tout ça, ces trois parties-là, ces trois laminas, c'est ce qui compose la membrane basale. Au-dessus, l'épithélium dentaire interne, on l'a déjà dit, qui vont donner naissance aux améloblastes, formation de l'émail, etc. Donc, vous voyez bien que l'émail va se former au-dessus et en dessous, la dentine qui va se former. OK, un truc à visualiser, parce que je ne crois pas qu'on en parle à la suite du cours, un truc à visualiser, c'est que l'émail, vous avez dû voir, les améloblastes produisent l'émail par les pieds, on va dire, OK, par leur prolongement et tout ça, vous avez vu, par leurs pieds. Donc, on va avoir les améloblastes ici, les odontoblastes ici. Les améloblastes, ils vont produire l'émail, hop, dans cette direction-là, OK, par leurs pieds. Tandis que les odontoblastes, ils vont produire la dentine, prédentine, dentine, par leur tête, on va dire. Hop, pareil, un prolongement, mais au niveau de leur tête, on va dire. Du coup, on va avoir formation comme ça. Dentine, émail, hop, formation comme ça, OK. À savoir, je pense que Enzo vous l'a déjà dit aussi, mais la dentine se forme avant l'émail, OK. Donc, on va avoir différentes configurations au niveau de notre dent, notamment au niveau du collet, en fonction de l'apparition formation de l'émail et de la dentine. Voilà. On passe maintenant à la formation de notre pré-odontoblaste. OK. Donc d'abord, nous avons nos cellules périphériques. OK. Ces cellules périphériques, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont arrêter de proliférer. Parce que d'habitude, elles prolifèrent, elles se forment, elles se forment, elles se forment. Là, elles arrêtent. OK. Une fois qu'elles arrêtent de proliférer, leur taille va augmenter. OK. Et une fois que leur taille a augmenté, elles vont venir se fixer aux fibrilles d'ancrage. Fibrilles d'ancrage, exactement. Aux fibrilles d'ancrage ici. Et une fois qu'elles sont fixées ici, on peut parler de pré-odontoblaste. OK. Donc voilà, arrêt de la prolifération, augmentation de la taille, accrochage. OK, ici, nous avons un pré-odontoblaste. Parfait. Ensuite, polarisation odontoblastique. Polarisation, c'est, quand on parle de polarisation, c'est le noyau en général qui va venir se positionner à un certain endroit dans la cellule. Et du coup, on parle de cellules polarisées. OK. Donc, polarisation odontoblastique. Donc là, ici, le noyau, il va s'éloigner. Vous voyez qu'ici, le noyau, il est à peu près central. Les organites, ils sont là, ils ne sont pas vraiment organisés, quoi. Et là, notre noyau, il va venir se déplacer et va venir ici se mettre au pôle basal. Donc là, regardez bien les schémas. Très important. Hein. Vraiment, je vous ai dit la visualisation. La visualisation. OK, c'est très, très, très important. Donc, la pôle apical, il faut retenir qu'ici, nous avons le pôle apical qui est le pôle sécréteur. Je vous l'ai dit, il sécrète par en haut. OK, et le pôle basal, ici, où va se situer le noyau. Donc, le noyau s'élonge et les réticulums endoplasmiques granuleux et le Golgi vont se placer en supranucléaire. Donc, au-dessus, au-dessus du noyau. OK, normalement, en biocell, vous avez vu ce qu'est le réticulum endoplasmique granuleux et le Golgi. Donc voilà, ils vont vous permettre plein de choses dont normalement vous connaissez et que vous avez vu au SO. Voilà, c'est tout pour ici. Voilà. Ensuite, nous allons avoir la formation d'un prolongement au pôle apical. Donc, on se rappelle, le pôle apical, c'est au niveau de la tête, entre guillemets. Donc ici, pôle apical sécréteur, ici, pôle basal. OK.
Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure de la croissance de notre… Ah, j'ai oublié de vous dire un truc, je crois. Là, à partir du moment où on a cette polarisation-là, on parle d'odontoblastes, OK? Donc là, les cellules périphériques, une fois qu'elles sont accrochées aux fibrilles d'ancrage, on parle de préodontoblastes. Et ces préodontoblastes, une fois qu'ils sont polarisés, donc noyau au pôle basal et le réticulum endoplasmique granuleux et le Golgi, plus en supranucléaire, donc plus au niveau apical, quoi, au-dessus du noyau supranucléaire, on parle d'odontoblastes. On retient la formation d'un prolongement au pôle apical. Pôle apical, on l'a dit, le pôle sécréteur. Très bien. Donc, au fur et à mesure de la formation, enfin de la formation, de la croissance, en gros, de nos odontoblastes, on va avoir le pôle basal, en gros, qui va, enfin, notre odontoblaste va s'allonger, le pôle basal, il va se rapprocher de plus en plus de la pulpe, ok, enfin, de la papillectomie enchymateuse qui va devenir la pulpe. Donc, dès la différenciation des premiers odontoblastes, la papillectomie enchymateuse prend le nom de pulpe dentaire. La pulpe, on l'a déjà vu, je vous remonte plusieurs fois avant au cas où, la pulpe ici, ok. Avant, ce qui va être à l'intérieur, on va l'appeler papillectomie enchymateuse. Là, on commence à avoir une différenciation. Donc, dès que les premiers odontoblastes sont différenciés, on ne parle plus de papillectomie enchymateuse, mais on parle de pulpe. Ça, pareil, on retient parce qu'en QCM, c'est facile de piéger sur ça. Faut voir à quel moment on se situe dans l'item, dans le QCM, etc., pour voir à quel niveau on est de la formation, quel niveau de polarisation de l'odontoplaste, etc. Est-ce qu'on peut parler de papille ou est-ce qu'on parle de pulpe, ok. Ça, c'est important. Donc, on retient, je vous redis la phrase encore une fois, histoire que ça rentre dans vos têtes si jamais vous avez la mémoire auditive. Donc, dès la différenciation des premiers odontoblastes, on ne parle plus de papille ectomésenchymateuse, mais on parle de pulpe, ok, la pulpe dentaire. Que dire de plus? Donc voilà, au niveau du pôle apical, formation du prolongement qui va venir au contact des fibrilles, ici. OK. Prolongement odontoblastique ici, corps cellulaire, oui, ça c'est pour légender en gros. Ce prolongement odontoblastique se situe au pôle, tu ne regardes pas le schéma, au pôle apical, OK, il va avoir des ramifications. Donc on voit ici des petites ramifications, OK. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y aura pas de gros organites ici. Les gros organites vont rester au niveau du corps cellulaire. Au niveau des prolongements, on n'aura pas de gros organites. Donc, là, ils se ramifient avec des petites branches latérales. On voit bien que là, les branches, elles sont disposées latéralement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la limite entre le corps cellulaire, donc ce qui est ici, et le prolongement odontoblastique, on va avoir la formation d'un filtre, on va dire. J'ai oublié une information qui est écrite en plus sur la diapo. Donc, ramification du prolongement donnant de nombreuses branches, ça c'est OK, mais pas d'organites de synthèse, sauf quelques petites mitochondries à sa base, ici. En gros, voilà. Je vous ai dit qu'ici, on n'avait que les gros organites qui restaient ici, et là, c'est que les petits qui peuvent passer, on voit après pourquoi, mais à la base, on aura juste ici quelques petites mitochondries, et c'est tout. Ici, on n'aura pas d'autres éléments sécréteurs, organites sécréteurs. OK. Donc, je vous disais, entre le corps cellulaire et le prolongement, nous allons avoir un petit filtre qui va se former. Et attention, son petit nom, toile terminale. Attendez, je me décale. Voilà. Toile terminale. Donc, toile terminale va jouer le rôle de filtre. Donc, il va se situer, comme je vous l'ai dit, à la limite entre le corps cellulaire et le prolongement odontoblastique. Donc, là, on voit encore nos odontoblastes avec leur prolongement principal, prolongement secondaire et tout. Là, nos gros organites. Là, des petits organites, mais pas d'organites. Non, c'est… qu'est-ce que je dis? Pas d'organites de synthèse, ici, on est bien d'accord. Pas d'organites de synthèse, sauf des petites mitochondries. Et voilà, et on voit ici notre toile terminale. Okay, elle va être constituée de quoi? De filaments d'actine et de filaments de vimentine. On le voit ici également. Okay, ça nous fait en fait un petit réseau comme ça, comme si c'était des fibres en gros qui s'entremêlaient et tout. Et ce qu'il va y avoir, c'est que il y a des vésicules qui vont pouvoir passer du corps cellulaire vers le prolongement, mais seulement au centre de notre toile terminale, okay, parce qu'on va avoir ça va être un peu plus lâche au niveau du centre. Donc, c'est le seul endroit au niveau duquel les vésicules vont pouvoir passer. Quelles vésicules vont pouvoir passer? Les vésicules de sécrétion, les vésicules d'endocytose. On verra par la suite à quoi elles vont servir. Donc voilà, on va avoir formation d'un complexe circulaire de jonction intercellulaire. En fait, donc au niveau interne de votre odontoblaste, donc là vraiment à l'intérieur de l'odontoblaste, on va avoir la formation de la toile terminale, donc du filtre, ok.
Donc ça, c'est à l'intérieur. Avec actine, bimentine, OK, à l'intérieur. Les vésicules peuvent passer, OK, au milieu, à l'intérieur. OK. Mais en fait, au même niveau, mais sur la face externe du coup de l'odontoblast, on va avoir un complexe de jonctions intercellulaires qui va se former. Donc, on va avoir des jonctions adhérentes et des jonctions serrées. Jonctions adhérentes et jonctions serrées qui vont se faire sur la partie externe du coup. Donc, vraiment ici. Voilà, vous le voyez. Elles vont permettre la liaison des différents odontoblastes les uns à côté des autres. Donc, ça va nous faire vraiment une couche cohésive d'odontoblastes. Et ce qui est très, 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 très important à retenir, c'est que c'est une monocouche. Monocouche, une seule couche. Il n'y a pas des odontoblastes les uns sur les autres, etc., comme dans les épithéliums ou ci ou ça. Là, c'est vraiment une couche. Donc, on a vraiment un bandeau, en gros, d'odontoblastes qui sont vraiment très serrés entre les uns aux autres avec des jonctions adhérentes et des jonctions serrées. Les odontoblastes, du coup, ils vont être en communication, enfin, ils vont être serrés, pas en communication, mais ils vont être collés, en gros, ils vont avoir des liaisons entre eux, donc entre les odontoblastes voisins, odontoblastes et cellules sous-odontoblastiques, donc les voisins entre eux. OK, les odontoblastes avec ceux qui sont dessous, les autres cellules, mais ce ne sont pas des odontoblastes, du coup. Et au niveau des prolongements aussi. Au niveau des prolongements, on va avoir des liaisons entre les différents odontoblastes. Voilà, et tout ça, ça va participer à la formation du coup d'un réseau tridimensionnel. OK? Je pense que j'ai tout dit là sur ce schéma. On voit bien ici les différentes jonctions. Voilà. OK, c'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Ici, est-ce que j'ai tout dit? Oui, nos vésicules de sécrétion qui passent ici, du coup, elles sont de petit diamètre. On l'a bien compris tout à l'heure. Je vous ai dit qu'ici, les gros organites restaient au niveau du corps cellulaire. Voilà, je vous ai tout dit. Là, je vous répète encore une fois, couche cohésive de cellules, couche odontoblastique, monocouche d'odontoblastes. Vraiment, c'est un piège. J'insiste dessus. Les choses sur lesquelles j'insiste beaucoup, je sais que dans l'autre vidéo, j'ai beaucoup insisté sur certaines choses et tout, notamment avec les prémolaires et tout. Mais c'est des choses qui tombent et c'est vraiment pour que ça vous fasse un petit électrochoc dès le début dans vos têtes et vous captiez, OK, c'est monocouche d'odontoblastes et c'est pas plusieurs couches d'odontoblastes, etc. C'est très facile de faire des petits pièges. C'est un peu pas vicieux, mais les pièges en odonto, ils sont un peu vicieux parce que l'item, il va être totalement juste, mais juste, il va y avoir un mot, un petit détail qui va être faux. Et du coup, bah, forcément, ça rend l'item faux, quoi. Donc voilà, faites bien attention à ça. Maintenant, on va parler. Hop, je me décale à chaque fois. Je ne sais pas en fait si vous voyez bien ma tête qui se décale ou pas. Je crois que dans l'autre vidéo, ça ne l'a pas fait. J'espère que ça ne gâche pas toute la diapo, mais bon. Donc maintenant, nous allons parler des odontoblastes sécréteurs avec une différenciation fonctionnelle pour qui aboutit justement à cette fonction de sécréteur pour produire notre dentine. D'abord la prédentine, ensuite la dentine. Donc, sécrétion, d'abord, on va avoir une sécrétion de la prédentine. La sécrétion de la prédentine, elle va se faire à deux niveaux. Donc, soit au niveau entre les fibrilles d'ancrage de la membrane basale. OK, là, on se rappelle qu'on a les fibrilles d'ancrage. Donc, soit ça va se faire une sécrétion ici, soit une sécrétion autour des prolongements odontoblastiques, c'est-à-dire ici. OK, donc, à bien différencier, hein, parce que le type de sécrétion et tout va être différent, le mécanisme de sécrétion va être différent. Donc, retenez bien, soit au niveau des fibrilles, soit au niveau des prolongements. La première couche de dentine qui va être formée, c'est ce qu'on appelle le manteau dentinaire. Normalement, vous en avez entendu parler dans le cours de la mélogénèse aussi. Le manteau dentinaire, ça va être la première couche de dentine formée. OK, ça, c'est un point très important aussi, on retient. Donc, la minéralisation, en fait, on va avoir un gradient de différenciation. D'abord, nous allons avoir la sécrétion de la prédentine. OK. Ensuite, cette prédentine, elle va avoir une maturation. Ensuite, après sa maturation, elle va avoir une minéralisation. Ça, vraiment, l'ordre, il faut bien le différencier parce que c'est différent aussi avec la formation de l'émail. Okay. Donc, c'est vraiment des cours qu'il faut mettre en parallèle et bien voir les différences entre les deux parce que ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Donc, sécrétion de prédentine, maturation, minéralisation. Et une fois qu'on a eu la minéralisation, on pourra parler de dentine. Okay. Donc, la minéralisation, elle va débuter quand, au niveau de votre dent, au niveau de la couronne, on va avoir 20 à 30 micromètres de prédentine. Okay. Donc, il faut attendre qu'on ait une certaine épaisseur de prédentine au niveau de la couronne pour pouvoir avoir la minéralisation. Et au niveau de la racine, ça va être quelques micromètres. On n'a pas la dimension spéciale, enfin la taille spéciale. Mais en gros, voilà, ce qu'on retient, c'est vraiment au niveau de la couronne, 20 à 30 micromètres. À partir de ce moment-là, on pourra avoir la minéralisation et donc la formation de la dentine. Donc voilà, ici, on voit notre première couche de dentine, qu'on appelle le manteau dentinaire, comme je vous l'ai dit. On va parler de front de minéralisation. Le front de minéralisation, il va se situer entre notre manteau dentinaire, donc la première couche de dentine formée, et notre prédentine.
Ok. Là, la prédentine, on en a tout le temps. Ok. Donc, la dentine se situe en haut. Au contact, du coup, ici, on va avoir l'émail qui va se former, les premières couches d'émail et tout. Donc, le manteau dentinaire va vraiment être au contact de l'émail. Ok. Donc, là, on a notre émail qui n'est pas représenté ici, qui n'est peut-être pas encore formé. Parce que je rappelle que la dentine se forme avant l'émail. Enfin, ça se coordonne en soi, mais ça commence, le début de la dentinogénèse commence avant la mélogénèse. Donc voilà, donc là, notre manteau dentinaire, première couche de dentine, et ici, notre prédentine, on voit 20 à 30 micromètres au niveau de la couronne et quelques micromètres au niveau de la racine avant que la minéralisation se produise. Voilà, recul centripète des corps cellulaires odontoblastiques en direction du centre de la pulpe. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on va avoir donc, au fur et à mesure de la formation de notre dentine les odontoblastes du coup, qui vont reculer et ça va se faire de façon centripète. J'ai un petit mémo pour centripète. Je ne sais pas si vous en avez déjà ou pas, entre centripète et centrifuge. Encore une fois, là, ce n'est pas le thème de l'odonto et tout, mais ça peut vous aider dans d'autres matières et tout. Centripète, je me dis donc centripète, là, ça va vers l'intérieur. En gros, centripète, c'est aller vers l'intérieur. Là, ça va vers la pulpe, vers l'intérieur. Je me dis centripète, tu pètes où? Tu pètes que chez toi. Tu ne vas pas péter en extérieur et tout. Donc, centripète, c'est vraiment à l'intérieur. Ok. Et centrifuge, je me disais, fuge, ça me fait penser à fuguer. Donc, tu fugues vers l'extérieur. Ok. Bon, là, c'est juste un petit mémo comme ça, histoire que ici, vous vous rappelez que c'est bien centripète et pas centrifuge. Et ça peut vous aider dans d'autres matières. Donc, c'est cadeau. Voilà, on rappelle que la dentine peut se former à tout moment au cours de la vie, contrairement à l'émail. Donc, ces phénomènes peuvent se produire tout au long de la vie, quoi, en absence de pathologie, bien évidemment. Ouais, voilà, la vitesse de ce dépôt ralentit après la formation ralentit fortement après l'éruption de la dent. Comme je vous l'ai dit, lors de la formation de la dent, on va vraiment avoir un phénomène d'antinogénèse qui va être important. Mais après, une fois que la dent elle a fait son éruption, c'est vraiment lorsqu'on a des problèmes que la dentine va venir se reformer, quoi. Donc, c'est beaucoup plus lent. Ah, j'ai oublié un truc. Ah bah oui, j'allais partir un truc que je n'ai pas commencé. Donc, là, la première couche, oui, appelée manteau dentinaire, les gens phosphate et calcium, prolongement tout en plastique. Ah non, il fallait que je reste sur cette diapo. Qu'est-ce que tu fais là? Là, en gros, les vésicules matricielles qui vont venir former du coup notre prédentine et notre dentine, elles vont avoir besoin, enfin, on va avoir besoin pour la minéralisation de phosphate et de calcium qui vont venir ici, enfin, qui vont passer par des vésicules matricielles et qui vont venir sortir. Ce n'est pas tout le temps des vésicules, on le voit après, mais qui vont venir sortir soit au niveau des prolongements, soit au niveau des fibrilles d'ancrage. Voilà. Bon, on y revient après sur ça. Ok, donc ici, donc la minéralisation. Là, on va parler de notre minéralisation. Je vais me mettre où? Là. Là. Je suis chiante, hein. Donc, minéralisation. Donc, la production de la dentine, déjà, la production de la dentine, elle va se faire, on a dit, selon un gradient temporospatial. Donc, en direction du collet de la dent. Et elle va partir au niveau du sommet de la cloche, ok, vers une direction cervicale, vers le collet de la dent. On se rappelle hein, que le collet, il est au niveau cervical. C'est deux choses, c'est les mêmes choses. Hein. On dit des mots différents pour parler de la même localisation. Donc voilà, sur ce schéma, on peut voir que voilà, ça se forme dans ce sens-là. Ici, je vous ai dit que les odontoblastes, ici, c'était la partie la plus différenciée. Donc ici, au niveau du sommet, on va avoir les odontoblastes. Ensuite, on va avoir des présodontoblastes. Et ensuite, on a encore des cellules ectomésenchymateuses indifférenciées. Donc voilà, formation qui se fait vraiment dans ce sens-là. À retenir, normalement, toutes les formations au niveau de la dent, elles commencent au sommet, elles se terminent, enfin, elles se font dans ce sens-là, quoi. Voilà, là, on a notre émail qui est en train de se former, tubule dentinaire, ok, ça monte en même temps que le prolongement odontoblastique. Prolongement odontoblastique, du coup, comme on l'a vu au début, qui va se situer dans le tubule. Prédentine, membrane basale, voilà, c'est carré. Front de minéralisation, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Ça va être la limite entre notre, donc qui se situe ici, la limite entre, il n'est même pas légendé. Front de minéralisation, la limite entre notre prédentine et notre dentine. Voilà, parce que la dentine est minéralisée, on le rappelle, la prédentine non. Donc front de minéralisation, logique, le front. Minéralisation, ok. Croissance en épaisseur, recul centripète, je l'ai dit. Voilà, gradient temporospatial, augmentation de la taille du prolongement et du tubule dentaire. Donc notre odontoblaste, il va croître. Il va croître en longueur. Du coup, notre prolongement va croître également. Et notre tubule aussi, parce qu'on rappelle que les tubules sont là sur toute la longueur. Donc forcément, on va avoir forcément, tu as de la dentine qui se rajoute. La prédentine
prédentine qui se rajoute, dentine qui se rajoute parce que ça se minéralise, etc. Donc, ta cellule, il faut bien qu'elle continue à produire. Elle ne va pas rester bloquée dans la dentine formée, tu vois. Donc, du coup, il faut qu'elle recule de manière centripète, on l'a déjà dit. Et ça se fait aussi avec un allongement du coup du prolongement des tubules et tout, voilà. Sur cette photo, on peut voir justement une ramification, c'est les prolongements secondaires là. Là, on va avoir un tubule principal, secondaire ici. Prédentine, voilà, prolongement odontoblastique qui se situe du coup dedans. Et voilà, tubule secondaire ici, on voit là l'anastomose entre deux tubules. On a dit qu'il y avait des liaisons aussi intertubulaires. Et ici, on a notre dentine, on voit bien toujours parallèle, enfin les tubules qui sont toujours parallèles les uns aux autres. Là, on va avoir la jonction émail-dentine. Ici, nous avons la couche odontoblastique, ici la pulpe. Donc, on rappelle que les odontoblastes sont bien en périphérie de la pulpe. Donc, ici, notre couche monocouche, je rappelle, monocouche odontoblastique ici, qui va produire notre prédentine qu'on ne voit pas, qui n'est pas légendée. Et ici, notre dentine. Alignement parallèle des tubules, ok, c'est bon. Maintenant, ok, troisième partie. Troisième partie, on va parler de la composition et de la maturation de la matrice dentinaire. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Ok. Donc, les différents constituants de cette dentine, on va avoir principalement du collagène de type 1, ok, schématisé, enfin, annoté COL, ok, qu'on retrouve ici. Les glycoprotéines non collagéniques GP, qu'on retrouve ici. Les protéoglycanes PG, qu'on retrouve ici. Les métalloprotéases matricielles, des facteurs de croissance, etc. Les Sancho de la veine, c'est les trois qui sont ici. Collagène 1, protéoglycane et glycoprotéines non collagéniques, ok. Donc, on va avoir encore une fois deux sites de sécrétion. Donc, soit à la base du prolongement, ok, soit à l'extrémité du prolongement. Mais ça va pas, on ne va pas produire la même chose, qu'on soit à la base ou à l'extrémité. Ok. Donc, à la base, on a le collagène et les protéoglycanes. Comment je retenais collagène? Bon, je captais qu'il était en bas, je ne sais pas, c'est sûr. PG, je me disais, c'est l'abréviation de pas grave. P en bas, bon, bah, c'est pas grave, quoi. Ok. Et là-haut, c'est GP. Donc là, GP, pour moi, c'est l'abréviation de grand-père. Donc, soit tu te dis ton grand-père, c'est le best, il est là-haut, soit, c'est triste ce que je veux dire, mais soit tu te dis, bah, ton grand-père, il est décédé, il est au ciel, donc il est là-haut, tu vois. Donc, grand-père là-haut, donc glycoprotéines là-haut, et en bas, c'est pas grave, collagène, ok, ils sont là, ils sont ensemble, ils sont bien, ok. Voilà. Voilà. Maintenant, concernant le collagène de type 1. Donc, collagène de type 1, ça va être le principal. Le principal, il est là, c'est lui, quoi, ok. Pareil, il va y avoir deux localisations, enfin pareil, juste quand je dis pareil, c'est juste qu'il y a différentes possibilités, quoi. Notre collagène, il va pouvoir se situer à deux endroits, donc soit entre les fibrilles d'ancrage, okay, donc là, ça va être, on le voit franchement, moi, c'était le schéma, après, j'ai une mémoire assez visuelle, hein, mais je regardais ce schéma, je l'avais en tête, et quand j'avais les QCM et tout, je me dis, bah ouais, ok, donc le collagène, okay, entre les fibrilles, parallèles aux fibrilles, ok, et sinon, ils sont beaucoup plus gros, ils ne sont pas parallèles, ils sont perpendiculaires à l'odontoblaste, ok. Donc, entre les fibrilles d'ancrage, les collagènes, on les voit ici, sont petits et parallèles du coup aux odontoblastes. Et eux, ils vont permettre vraiment la cohésion entre la dentine, et donc la dentine qui va se former ici, et la première couche d'émail qui va se former ici, comme je vous l'ai déjà dit, qui sera déposée sur le manteau dentinaire, dont je vous l'ai déjà dit également. On connaît la chanson. Autour du prolongement, donc ici, les fibres de collagène vont être beaucoup plus grosses et perpendiculaires. Et ici, elles vont avoir une fonction d'élasticité. En gros, elles permettent d'amortir les chocs lors de la mastication. Okay, quand tu mâches, on l'a déjà dit, il y a des forces qui vont s'exercer sur tes dents. Donc, elles permettent vraiment d'atténuer. Hop, ok, élasticité, bam, bam. Elles calment. Ok, voilà. Augmentation du diamètre des fibrilles de collagène prédentinaire qui passe de 50 à 200 nanomètres. Voilà, ça grandit. La valeur 50 à 200 nanomètres, oui, c'est à savoir. C'est à savoir, est-ce que c'est déjà tombé aux examens? Je ne crois pas, mais bon, c'est à savoir, c'est pas compliqué, on peut retenir ça hein, avec tout ce que vous apprenez. Tant qu'à faire, autant retenir ça. Ouais, voilà. C'est 10, c'est carré. Hein. C'est carré. Carré. Okay. Minéralisation de la matrice dentinaire. Minéralisation, là, c'est la quatrième partie. Minéralisation, on a dit quoi? On a dit que notre prédentine, une fois qu'elle est minéralisée, ça devient quoi? Ça devient la dentine, ok? La phase minéralisée, donc on rappelle, là, ce qu'on a parlé avant, le collagène et tout, c'est 20% de notre dentine, ok? Là, donc matrice organique. Là, la phase minérale, c'est 70% de notre dentine, ok? Donc c'est plus important. On retient 70, 20, 10,
c'est de l'eau. Ok. Donc, notre phase minérale, elle va être formée principalement de cristaux d'hydroxyapatite, qu'on nomme HA, qui est de formule CA10PO4,6OH2. Donc là, vous voyez, donc là, je l'ai écrit comme ça parce que je n'arrivais pas à mettre les en petit, hein, mais la vraie formule, c'est ici. Ça, cette formule, des fois, vous la lisez, vous dites, ouais, ok, CO, machin, truc muche. Non, non, vous la retenez, ok? CA10PO4,6OH2. On retient, c'est très important. Il y a des QCM dessus, ça tombe. Et voilà. Et en soi, en vrai, vous allez tellement la voir qu'à force, vous allez vous en rappeler. Mais juste, s'il vous plaît, quand vous faites le cours, ne passez pas vite fait sur cette formule en vous disant, ouais, bah, l'hydroxyapatite, quoi. Non, vraiment, retenez, parce qu'on peut vous faire des pièges en mode CA6, PO4,6, OH2. Vous voyez, genre des trucs comme ça. Et au final, vous dites, ouais, bah, c'est le même numéro, à peu près les mêmes lettres, tout, ok, vas-y, c'est bon. Non, en fait, attention, apprenez-la bien. Donc, ces cristaux d'hydroxyapatite, ils vont se former comment? Ils vont se former grâce à du calcium et à du phosphate. Ok. Donc, association calcium plus phosphate. Ça va donner du phosphate tricalcique, qui va lui-même donner du phosphate octocalcique, qui va lui-même donner de l'hydroxyapatite, CA10PO4,6OH2. OK. Et cet hydroxyapatite, il peut être carbonaté, c'est-à-dire que les ions, c'est l'ion, attends, oui, voilà, l'ion hydroxyle, oui, qui va pouvoir être remplacé par un carbonate et du coup, ça va nous donner de l'hydroxyapatite carbonaté. Et donc, OK, l'ion hydroxyle, il part, le carbonate, il vient, hydroxyapatite carbonaté. Voilà, nécessité d'une quantité importante, oui, donc forcément, on a besoin d'une quantité importante d'ion, calcium et de phosphate dans la prédentine au niveau du front de minéralisation. Donc, c'est vraiment, ouais, mais si je me répète encore une fois, mais j'espère que vous avez bien compris. Mais la pression, hein, j'espère que tu as compris, hein. Ok. Du coup, oui, donc au niveau de ce front de minéralisation, je suis gênante, hein. Franchement, je suis gênante. Des fois, je le capte, après, je me dis, mais oh. Bref, au niveau du front de minéralisation, on a dit dessous, on a la prédentine et au-dessus, on a la dentine. Donc, il va falloir qu'il y ait suffisamment de calcium et de phosphate qui arrivent au niveau de notre front de minéralisation pour pouvoir transformer notre prédentine, la minéraliser, bam, et que ça devienne de la dentine. OK? C'est bon, c'est good. Je vais aller changer de page alors que c'est toujours sur la même page. Donc, maintenant, on va parler du transport du calcium à travers la couche odontoblastique. Donc, notre calcium, d'où il provient, OK? Et comment il va faire pour traverser notre odontoblast. Parce qu'on a dit que nos odontoblastes, c'était une monocouche. Ça, on s'en rappelle, monocouche. Et ils sont très liés entre eux avec des jonctions adhérentes et des jonctions serrées. Du coup, le calcium ne peut pas passer entre, il ne peut pas passer entre les cellules. Parce qu'ils sont vraiment, ils sont soudés, quoi. Du coup, le calcium, il provient d'où? Il provient des capillaires sous-odontoblastiques. Okay, et il va transiter par le cytoplasme odontoblastique. Donc, en gros, il provient des capillaires sous-odontoblastiques. Donc, dessous l'odontoblaste, on a des capillaires, OK, ça sort par là. Et là, OK, il va passer par le cytoplasme. Il ne va pas passer entre, il va passer vraiment dans la cellule. Est-ce que je détaille après? Retenez bien, enfin, ce schéma, je vous l'ai remis sur l'autre diapo et tout. Là, on le voit vraiment en grand. Donc, attendez, je vous le détaille maintenant. Donc là, on a les capillaires sous-odontoblastiques. Là, on a nos odontoblastes liés entre eux et tout, soudés, bam, bam. Monocouche, on retient, très bien. Notre noyau au pôle basal, au pôle apical, le pôle sécréteur, avec nos prolongements et tout. Là, on a notre dentine qui est formée parce qu'elle est minéralisée. Ici, notre prédentine, je rabâche, mais c'est très important. Là, on a nos toiles terminales, OK, avec au centre, c'est là qu'on va parler justement des vésicules qui peuvent passer au centre, c'est maintenant, quoi. Donc là, au centre, une partie qui va être plus lâche, donc les vésicules vont pouvoir passer et elles vont ensuite pouvoir sortir. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'il n'y a pas toujours des vésicules. On en revient après, enfin, on revient dessus après. En orange, les canaux calciques qui se situent ici, qui vont permettre de faire rentrer le calcium. On détaille tout ça après. Là, juste, je vous détaille le schéma. Ici, les calcium ATPA, c'est des pompes calcium, quoi. Et ici, des échangeurs calcium-sodium. OK. Et là, c'est le sodium. Hein. Donc, OK. Donc là, vous voyez, ici, on a le même schéma que sur la diapo précédente, mais il est un petit peu plus petit. C'est pour ça que j'ai voulu vous détailler un peu la légende tout à l'heure. Donc, on va parler des différents mécanismes permettant le transport. On va avoir deux mécanismes possibles. Donc, soit par des vésicules d'endocytose. Donc, nos vésicules, ici, on les voit, bam, OK, vésicule, OK, vésicule matricielle, bam, ça sort. OK. Donc, soit par des canaux calciques. Donc là, le calcium va sortir. Il va soit se lier à des protéines de liaison, telles que les calbindines D, OK, soit se lier à des protéines acides de la membrane, telles que les annexines. Mais encore une fois, en fonction d'à qui ça se dit,
en fonction de avec qui ils se lient, ils vont avoir un transport en gros qui va être différent. Donc, si le calcium, donc ok, là on a dit d'accord par des vésicules, ça, par des vésicules, ok, ça c'est bon. Si il sort et il va se lier, si le calcium se lie à des protéines acides de la membrane telles que les annexines, il va avoir un trajet interne. Comment on dit déjà? En gros, il va se coller à la membrane interne de l'odontoblaste. Attends, non, juste on dit qu'il se déplace le long du feuillet interne. Voilà, il se déplace le long du feuillet interne de la membrane plasmique de l'odontoblaste. Et en revanche, si il se lie à des protéines de liaison telles que les calbindines D, là, ça va passer dans le cytoplasme. Enfin, bah allez, quoi. Pas forcément aux côtés du feuillet interne, c'est dans le cytoplasme. Vas-y, tranquille, quoi. Voilà, ok. Ensuite, la localisation de la sortie de calcium. Donc, elle peut se faire soit entre les fibrilles. Ah ouais, ça, c'est méga important. Oh, pourquoi j'ai pas pris autant d'air, quoi. Là, les gars, c'est là le piège, mais ça tombe tout le temps, tout le temps. Donc là, vous ouvrez grand vos oreilles, vous vous concentrez, vous inspirez, vous expirez. Ok, c'est bon, t'es prêt? Ok. Donc, pour la sortie du calcium, très important, au niveau de ton extrémité. Ah mince, je ne sais pas comment c'est pas le bon truc. Oui, de ton extrémité, au niveau des fibrilles. C'est juste que je croyais qu'on voyait les fibrilles. Ici, à ce niveau-là, je mets ce schéma là. À ce niveau-là, comme ça c'est plus grand, vous captez. Là, à ce niveau-là, ça sort sous forme de vésicule. OK? Donc là, notre calcium, il sort sous forme de vésicule. OK? C'est dans vos têtes. Tandis qu'ici, entre les prolongements, il n'y a pas de vésicule. OK? Donc là, le piège, il est simple, il est facile, il est gratuit, il est donné. On va vous dire, OK, entre les fibrilles, vésicule. Là, vous dites faux. Faux. Parce que les vésicules, c'est seulement entre. Oh, j'ai dit de la merde. Même moi, je m'embrouille. Punaise. On reprend. Je me concentre. Voilà, je vous dis que c'est super important et moi, je m'embrouille. Les fibrilles. Fibrilles, elles sont ici. Les fibrilles, là, les vésicules, enfin, là, on va avoir des vésicules pour la sortie du calcium. La sortie du calcium entre les fibrilles, vésicule. OK? En haut, vésicule. Je me disais, en plus, je ne vous dis même pas mon mémo maintenant. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je me brouille. Donc là, je vous dis mon petit mémo. En haut, dans l'espace, tu as quoi? Tu as des planètes. Les planètes, elles sont rondes. Donc forcément, si ça sort, on sait que les fibrilles, elles sont en haut. Donc forcément, si ça sort au niveau des fibrilles, bah, c'est des vésicules, parce que les vésicules, c'est rond. Donc ça sort en haut. OK? Donc là-haut, bam, fibrille d'ancrage, vésicule. Très important. Mais entre les prolongements, il n'y a pas de vésicule. Ça va sortir, le calcium, il va sortir directement comme ça. OK? On détaille juste après. Est-ce que j'ai tout dit? Bah ouais, j'ai tout dit. Attends, mais non, il manque un truc. Je sais pas ici. Bah oui, bah du coup, ok. Donc si là, ça sort si au niveau des fibrilles, ce sont des vésicules entre les fibrilles. Ici, là, on dit qu'il sort tout seul. Bah, il ne sort pas tout seul, tout seul. Il va sortir soit grâce à des pompes calcium ATPase, ok, soit par des échangeurs sodium-calcium. Parce que c'est très bien que le truc ne sort pas comme ça. Il n'y a pas un trou, c'est pas, voilà, faut qu'il soit attiré et tout. Donc, soit ta pompe calcium ATPase, soit ton échangeur calcium-sodium. Je vous fais un petit récap parce que là, je sens que je vous embrouillais, même moi, je me suis embrouillée au début et tout. Donc, on reprend. Donc, notre calcium, on a compris qu'il provenait du capillaire sanguin sous-odontoblastique. Okay. Ensuite, il ne va pas pouvoir passer entre les odontoblastes. Il va devoir passer par le cytoplasme, enfin, par l'intérieur vraiment de notre odontoblaste. Donc, soit il va se lier à des protéines de liaison, calbindine D, okay, et là, il va passer hop, dans le cytoplasme tranquillement. Soit il va se lier à des protéines acides de la membrane, telles que les annexines. Okay, et là, il va se déplacer sur le feuillet interne, okay, vraiment à l'intérieur de notre odontoblast. Soit, donc ça c'est grâce au canaux calcique, il se lie vraiment à des protéines, donc protéines acides ou protéines de liaison, ou alors il va rentrer grâce à des vésicules d'endocytose. Endocytose, normalement, vous l'avez vu en biocell et tout aussi. Et voilà, ok, ça se fait directement par les vésicules. Maintenant, ça c'était l'entrée du calcium. Maintenant, on va parler de la sortie. Donc là, c'est un récap, hein, je ne redétaille pas tout. Mais donc de la sortie, soit ça va sortir par des vésicules au niveau des prolongements, au niveau pas du tout, au niveau des fibrilles d'ancrage. Okay, on pense aux planètes qui sont là-haut, les fibrilles d'ancrage, on sait qu'elles sont là-haut, donc ça sort par des vésicules. Okay. Et entre les prolongements, au contraire, il n'y a pas de vésicule très important. Ça va sortir directement, mais pas directement. Ça va sortir à l'aide de pompes calcium ATPase ou grâce à un échangeur sodium-calcium. OK. Normalement, c'est tout bon dans votre tête. J'espère que
c'est mémorisé. Maintenant, entre les fibrilles d'ancrage, donc la minéralisation entre les fibrilles d'ancrage. Du coup, comme ça ne sort pas de la même manière que entre les prolongements, ça va se faire différemment. Donc, entre les fibrilles d'ancrage, vésicule, je vous l'ai mis là-haut, vésicule, plus. Faites-vous des post-it. Oh, je ne sais pas si vous faites des post-it. Moi, mon mur, c'était un mur à post-it. Par contre, si vous faites des post-it que vous ne les relisez jamais, ça ne sert à rien. Si vous faites des post-it, vraiment, vous mettez sur votre post-it, entre les fibrilles d'ancrage, vésicule. Vous pensez à mon mémo, entre les prolongements, pas de vésicule. Okay. Donc là, si on a des vésicules, donc ici, on a notre vésicule qui est représentée schématiquement. On va avoir la formation des cristaux d'hydroxyapatite qui va se faire à l'intérieur de la vésicule. Les cristaux d'hydroxyapatite, ils se forment grâce aux ions phosphate et aux ions calcium qui vont s'additionner et qui vont former notre cristaux d'hydroxyapatite. Donc, celui-ci va se former au niveau du feuillet interne, okay, et au niveau du centre de la vésicule. Ça va se remplir, ça va se remplir, ça va se remplir, ça va se remplir d'hydroxyapatite et au bout d'un moment, ça va péter. Et là, notre hydroxyapatite, il va sortir. Et donc là, on voit notre vésicule. Okay. Donc notre vésicule, elle est sortie. Là, elle est sortie de l'odontoblaste. Okay. Donc notre vésicule, elle est sortie. Là, elle se gonfle, elle se gonfle, elle se gonfle. Et là, elle pète. Donc on a dit que tout était entouré de fibres de collagène. Et donc ce qu'elle va faire, ce qu'il va faire, ce qu'il ou elle, l'hydroxyapatite, le gars là, l'hydroxyapatite, il va venir se positionner entre les fibres de collagène. Okay. Donc là, on voit notre vésicule, bam, elle a pété. Et les cristaux d'hydroxyapatite viennent se positionner parallèlement aux fibres de collagène de type 1. Okay, de type 1, 1, 1. Okay. Donc voilà. Concernant la vésicule, elle va avoir un double feuillet. Okay. Sur ce double feuillet, on va retrouver de nombreuses enzymes telles que les métalloprotéases matricielles, les phosphatases alcalines, les ATPases alcalines et les pyrophosphatases. Okay. Ça, on retient aussi. Ce n'est pas le truc le plus important. Le plus important, là, c'est de comprendre le mécanisme. Mais il faut quand même savoir qu'on a ces enzymes au niveau de notre double feuillet de vésicule. OK. Maintenant, entre les prolongements, je galère. Entre les prolongements odontoblastiques, on n'a pas de vésicule. OK, ça, je voulais répéter. On n'a pas de vésicule entre les prolongements. OK. Du coup, la minéralisation, elle va se faire directement dans la matrice. OK. Donc, on a dit que ça sortait. Je dis beaucoup OK. En plus, c'est trop chiant. Moi, des fois, quand j'écoute des cours et tout, que les gens avaient tout le temps le même mot, je me dis c'est bon, c'est bon. Bref. Donc, à partir du moment où on n'a pas de vésicule entre les prolongements odontoblastiques, ça va sortir, je vous ai dit, le calcium sort directement de notre odontoblaste par calcium ATPase ou par échangeur sodium-calcium. Celui-là, donc, du coup, il sort. Et là, on va avoir, du coup, il faut quand même avoir notre formation d'hydroxyapatite. Et donc, ça va se former directement dans la matrice. On va avoir les protéines GLA, les protéoglycanes et les phosphoprotéines qui vont s'associer. Okay. Pareil, ils vont se mettre parallèles aux fibres de collagène et ils vont venir former notre cristaux d'hydroxyapatite dans la fibre de collagène directement, okay, selon un axe parallèle à l'axe de la fibrille. Voilà. Donc, d'un côté, on a l'hydroxyapatite qui se forme dans une vésicule et de l'autre côté, l'hydroxyapatite qui se forme directement sur nos fibres de collagène. OK? OK. Donc, du coup, voilà, c'est bon, ce petit cours est terminé. J'espère… Attendez, je regarde quand même une fois de plus si je n'ai pas oublié des trucs très importants. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Oui, je dois conclure en disant que la complexité de la structure de la dentine en fait un matériel organique capable de résister à d'importantes contraintes physiques. Donc voilà, avec ces différentes conformations, nana, ça résiste à de nombreuses contraintes physiques. Voilà. Écoutez, c'est fini. J'espère que vous avez tout compris. Encore une fois, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer, à poser des questions sur le forum. On y répond le plus vite possible, le mieux possible. Si, admettons, ouais, c'est aussi, si, admettons, on me pose une question, je vous réponds. En fait, ce n'est pas du tout la réponse auquel vous attendez et tout. N'hésitez vraiment pas à me dire « Ah, mais en fait, c'est pas ça que je demandais et tout ». Et vraiment, genre, c'est pas grave. Enfin, si vous n'avez pas compris, je préfère vous répondre 20 fois à votre question de manière différente pour que vous compreniez plutôt que vous me disiez « Ok, merci », alors que vous n'avez même pas compris, quoi. Donc, voilà. Écoutez, moi, c'est mon dernier cours d'études rentrée. On se croisera peut-être à la BU et tout, même aux examens blancs et tout. Je vous souhaite plein de courage. Vraiment, lâchez rien, les gars. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais lâchez rien si c'est votre rêve au bout. Enfin, lâchez rien. Je sais que c'est des périodes difficiles et tout, mais ça en vaut le coup.
Et voilà, et même si votre filière de cœur, c'est pas l'odonto, j'espère que la matière vous plaît quand même. Il y a 4 cours, du coup, normalement, 4 cours en plus, là, qui n'ont pas été faits à la pré-rentrée, qui vont sortir sous forme de fiches et tout. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, on est là pour vous. On vous aime fort et plein de courage, vraiment. Plein de courage, les gars. Bisous, bon courage pour la suite.